Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. On va recevoir plusieurs invités, parler de mémoire, d'engagement et de réflexion. On a monsieur Serge Gums qui est là avec nous, auteur. Il va présenter son livre Les Poilus Saint-Martinois. Bonjour monsieur. Bonjour aux éditeurs. Bienvenue. Avec Siné Hennery, président de l'Agrocampus, il sera question de la première édition du Forum d'installation et des métiers de l'agriculture en Guadeloupe, le FIMAG, donc qui va démarrer très bientôt. Et peut-être que Aline Coupon sera avec nous. On verra si elle est disponible pour pouvoir nous rejoindre. Bienvenue. Ensuite, on aura Philippe Verdol, maître de conférence en économie à l'université. Il est là pour nous parler de chlordécone en France et en Europe. Il sera accompagné aussi de monsieur Galita, qui sera là pour nous parler d'une conférence débat sur la transition énergétique et l'intelligence artificielle. Ensuite, on va recevoir Claude Barfleur, président du MGP et conseiller municipal de Pointe-à-Pitre. Il sera là pour nous parler de maltraitance numérique. Et on terminera avec Caroline Alix, avocate. Elle est là pour nous parler d'une conférence, l'art de la paix, rompre une relation, ça s'apprend. Une conférence qui aura lieu aujourd'hui au Moule. Au niveau des informations, on parlera de plusieurs choses, notamment de l'opération Escargot qui a eu lieu aujourd'hui par le personnel hospitalier. Il dénonce plusieurs choses, notamment les retards concernant la mise en place du nouveau CHU. On parlera aussi du salon BTP et de la femme qui se tient actuellement à Jarry, donc une initiative originale qui met les femmes à l'honneur dans un secteur largement masculin. On parlera des droits, notamment de la caravane des droits qui se déroule sur Gourbert. On parlera aussi de l'accompagnement à la scolarité, en lien avec le dispositif CLAS, donc le contrat local d'action sociale, et qui a eu lieu sur Grand Camp, avec une approche particulière pour les enfants, pour leur permettre justement de renforcer le lien avec l'école. On terminera avec l'ouverture du village de la Mini Transat sur Saint-François. Voilà pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec l'opération Escargot. Donc le personnel hospitalier ce matin a mené une opération Escargot pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et aussi le retard pris pour la mise en service du nouveau CHU et réclament une reconnaissance, notamment par leur effort et un plan d'urgence. On voit un reportage qui nous parle justement de ce problème. Nous avons une opération Molokoy. Pas ni pour monde pour venir saisir dans trois tables pour nous négocier. Déjà nous avons sorti dans la crise là, les crises qui ont monté dans chaque service. Mais d'autant plus que nous avons une problématique pour nous garder qui nous avons intégré le nouveau CHU là. Et là, ni courrier que nous voyons aussi bien pour l'ARS que pour le président du conseil de surveillance qui s'est mis Losbao. Quand tu directeur là, nous savons très bien qu'il n'y a pas là, pas qu'à nos réponses. Je dis là, donc, nous avons regardé qui j'ai nos réponses. À des gens qui nient justement pouvoir de nos réponses, c'est diviner à CHU-là, mais bien évidemment, c'est diviner à l'offre de soins en pays Guadeloupe. Donc, c'est pour ça que je dis là, travailler, décider, donc, nous avons pris la rue là pour nous regarder qui côté qui porte réponse bonne. Pour ça, nous sommes devant CHU-là, c'est un camarade devant le service aussi. Chaque service qui est en mouvement, comme maintenant piqué aussi à niveau A. Je dis là, c'est en notre niveau, nous mettons, parce que quand nous disons, ça fait plus qu'on va nous lever gaoulé. On ne peut pas cacher sinon, pour dire le temps. Donc, nous disons, je dis là, fait nous garder, au-dessus là, qui peut nous réponse. Parce que quand nous savons envoyer là, ça, il faut foutre un bordel pour tenir des réponses. Non pas forcément uniquement pour ça, parce que nous avons cherché tous les voies et moyens pour nous arriver à trouver donc, la négociation pour nous faire l'hôpital avancé. Donc voilà, nous, aujourd'hui là, avec les camarades, les services qui concernent, aussi bien service à la cardiologie, service à bocardage, service aussi à Bioadvila, parce là pour être ici. Mais qui veut dire là, qui a fonctionné plus à l'État en Bioadvila, qui est vraiment l'État en blanche aussi, industriel. Voilà, de retour sur le plateau, on va parler avec monsieur Serge Gums des Poilus de Saint-Martin, qui est un ouvrage, travail de recherche et de transmission qui est consacré aux soldats originaires de Saint-Martin qui se sont engagés lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est un récit qui redonne la voix à ces héros qui ont été oubliés. Bonjour monsieur Gums. Bonjour. D'où vient l'idée de ce livre ? Alors, ça vient du fait que j'avais un oncle, grand-oncle. Lui, il a fait la Première Guerre mondiale. D'accord. Et il n'a jamais voulu me parler de la guerre. Pourquoi ? Donc, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'aller à sa rencontre.
Il est déjà décédé, bien sûr. Et là, j'ai découvert l'ampleur de la participation de Saint-Martin dans cette grande déflagration. D'accord. Non seulement j'avais un, mais j'avais deux. Donc, dans cette guerre, et plusieurs cousins morts pour la France au cours de la guerre. Combien de poilus, justement, Saint-Martinois, ça représente? Alors, je ne donne pas un nombre, un chiffre exact, puisque je peux toujours oublier un ou deux, mais disons plus de 130. Plus de Saint-Martinois 130. ont participé à la Première Guerre mondiale. Comment vous avez fait justement pour retracer la mémoire de tous ces soldats, puisqu'on parle de ces soldats oubliés et on parle plus souvent des Sénégalais que des Saint-Martinois ou des Antillais, en fait. Ça ne s'est pas fait en 2 mois ou en un an. J'ai pris même 3 années de recherche pour rassembler tous les Saint-Martinois ayant pris part à la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez dit que par rapport à votre oncle en particulier, il n'y avait pas forcément eu la transmission. Comment vous avez pu récolter des témoignages? Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, est-ce que tout a été dans des archives ou bien vous avez pu... Tout n'est pas dans les archives. Il faut interroger également les descendants des poilus. Il faut chercher dans les archives en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Vincennes. Vincennes, à Paris, c'est le temple de l'armée, finalement. En Amsterdam également, partout, il faut chercher les informations et croiser les informations pour extirper une certaine vérité. Du coup, j'ai une question, je sais pas si... est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tabou quelque part autour de ça? Parce qu'à l'image de votre oncle qui n'a pas trop voulu en parler, est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir des informations ou des témoignages de descendants justement de ces poilus? Est-ce qu'il y avait... Vous en parlez un peu dans le livre? J'arrive à avoir des informations, mais le mot tabou ne s'y prête pas. C'est une contrainte de traumatisme. D'accord. C'est une question de traumatisme. D'accord. Donc le traumatisme par rapport à avoir participé à cette guerre-là, ou il vient d'où en fait ce traumatisme? Mais écoutez, imaginez un Saint-Martinois. Il est engagé dans le même régiment que son cousin. Il voit mourir son cousin dans les Dardanelles. Il entend certainement son cousin crier au secours. Il ne peut pas aller le chercher. Il meurt. Quand il revient, on lui demande d'expliquer comment est mort son cousin Duncan. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas en parler. Ouais, c'est le choc Donc, aussi. Il veut oublier. Et comme on n'a pas la faculté d'oublier volontairement, on reste habité par ce... Donc, on parle maintenant de syndrome post-traumatique, c'était le cas en fait, c'est ça? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Imaginez mon oncle, il ne pouvait pas dormir dans un lit. Dans un lit? Il dormait par terre? À même le sol. D'accord. Habillé. Ouais. D'accord, donc on sent vraiment le traumatisme. En plus, il y a autre chose, c'est vrai que j'y pense, mais au-delà du fait de voir mourir des personnes qui nous sont proches, je pense que pendant la guerre, parfois, on peut aussi être responsable de la mort de certaines personnes. Et c'est peut-être difficile de dire, voilà, j'ai donné la mort, ou peut-être qu'il y a aussi cette partie-là qui, je sais pas, enfin... Il y a tout. Il y a tout, oui, j'imagine. En plus que l'implication, on va dire, des Antilles, de façon globale, dans la Première Guerre mondiale, est importante. Et elle a été un peu reniée aussi. Si, mais surtout Saint-Martin, je veux envoyer un message. Sur Saint-Martin en particulier. Puisque souvent on prend que Saint-Martin est quelque chose en marge de la République. Mais non, je veux montrer dans ce bouquin que Saint-Martin est lié, profondément lié au destin de la France. Et dans les heures les plus sombres de son histoire. D'accord, oui, vous avez parlé de jour noir et de nuit blanche. J'ai trouvé l'expression très réelle, du coup. Le jeu de mots est intéressant et on a vraiment ce besoin de reconnaissance dans l'histoire de l'identité saint-martinoise. C'est ce que vous cherchez à faire passer dans le livre. Mais je dis Saint-Martin, mais en fait, je donne également des pistes à n'importe qui, les Guadeloupéens, puisque lorsque je parle par exemple des soldats saint-martinois, c'est le même parcours pour les vétérans de la Guadeloupe, les soldats de la Guadeloupe, c'est le même parcours. Donc, mais je donne des pistes également pour qu'on puisse savoir comment suivre
le soldat. Et Je prends un exemple très simple. Oui, on vous dit l'armée française. Mais c'est quoi l'armée française? C'est un terme générique. Mais il faut comprendre la structure de l'armée de terre française. Oui, et à partir de la structure de l'armée de terre, on peut arriver à déterminer où se trouvait à tel moment mon soldat, puisque j'ai sa matricule, et dans sa matricule, il est indiqué le numéro et le régiment. Justement, est-ce qu'avec ce type de livre, on pourrait l'intégrer à nos programmes scolaires et en parler beaucoup plus, mettre l'emphase sur le fait que voilà, la Saint-Martin a participé et a été partie intégrante de cette guerre. Est-ce que pour vous, ça peut être un outil? C'est un élément d'accroche, puisque le Saint-Martinois, il va savoir effectivement que lui également, il a participé à cette guerre. Et souvent, ils ignorent le fait que mon grand-père a pris part, mon oncle a pris part, et également les Saint-Martinois. À Saint-Martin, les mamans également faisaient la guerre de leur manière. À Saint-Martin également. Comment ça a été perçu par les familles des soldats, votre ouvrage et cet hommage rendu à leur parcours? Perçu, beaucoup de surprises, puisqu'il y a des personnes qui ignoraient, par exemple, que son grand-père avait fait la guerre, que son grand-oncle avait fait la guerre. Ouais. Et il me demande après de retracer le parcours de ses aïeux. C'est très bien. Donc, c'est vraiment, ça permet de suivre sa lignée aussi et de l'honorer quelque part aussi. De l'honorer. De l'enlever du tombe, de la tombe de l'oubli. De l'oubli. Alors aujourd'hui, vous avez une rencontre qui est prévue avec votre ouvrage. Il y aura un échange aussi avec Joseph Romney, des lectures d'extraits par Eliane Arnel, qu'on connaît bien. Donc ça va se passer à la médiathèque aujourd'hui. À la médiathèque de Pointe-à-Pitre. À 18h30, échange avec Joseph Romney et le public, où je vais décrire le parcours de certains Saint-Martinois, qui correspond au parcours de pas mal de Guadeloupéens, où je vais donner également des pistes pour suivre un soldat. Voilà ce que nous avons fait. Bon, j'imagine qu'il n'y en a plus maintenant, les poilus sont tous malheureusement disparus. Ils sont tous malheureusement. Oui. Vu l'âge, on est en 2025, on aurait... On a encore des personnes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Oui, mon grand-père, par exemple, qui a répondu à l'appel du 18 juin et qui est toujours vivant, qui va avoir 103 ans au mois de mars prochain. Génial, ça. Ça, c'est top. Est-ce qu'il a tout... Ah oui, non, mais quand il a fêté ses 100 ans, il était donc à la résidence départementale. Il y a eu il y a eu un petit coup de tambour, il s'est même mis à danser. Alors c'est pour vous dire. C'est bien quand c'est comme ça. C'est que je travaille je travaille actuellement sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, figurez-vous, il y a eu des dissidents de Saint-Martin également. Oui, ok. Ce sera le tome 2. Le tome 2. Donc, rendez-vous aujourd'hui, 18h30. Donc, médiathèque de Pointe-à-Pitre. Et donc, échange, j'imagine que vous aurez des livres en dédicace aussi. Il y aura tout ça. Et l'occasion de participer à quelque chose qui retrace la mémoire, qui est important. Et je vais mettre en mouvement les régiments coloniaux. Merci. On va parler d'avenir avec la jeunesse agricole maintenant et monsieur Henry Sidney, donc première édition du forum d'installation des métiers de l'agriculture en Guadeloupe, donc FIMAG. Tout à fait. Il s'agit de quoi exactement? L'objectif, quel est l'objectif de cette édition? Alors, de cette rencontre? Le FIMAG. Oui. Le FIMAG, donc FIMA Guadeloupe, c'est le forum de l'installation autour des métiers de l'agriculture en Guadeloupe. L'idée, c'est qu'en fait, je prends toujours l'exemple d'un jeune, puisque je suis moi-même membre du syndicat des jeunes agriculteurs, donc qui porte effectivement cette manifestation avec TSA, donc le groupement d'employeurs TSA, Travail saisonnier agricole. Nous avons décidé ensemble de mettre en place ce forum. On a été quand même généreusement accompagnés, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Financièrement, il a fallu quand même faire beaucoup de dépenses pour organiser ce forum. La région Guadeloupe nous a bien accompagnés, donc je tiens à les remercier déjà.
le département, Cap Excellence. On a eu vraiment pas mal de partenaires de soutien, de soutien pour cette manifestation, parce que l'agriculture aujourd'hui ne va pas forcément très bien. Et je pense que tout le monde se rend bien compte qu'il faut mettre le pied à l'étrier et accompagner Donc, ce forum, les jeunes et moins jeunes. Ça permettra d'aider justement la filière agricole. Ce forum, il faut savoir qu'un jeune, donc je reviens à ce que je disais, un jeune qui veut s'installer, va avoir un parcours d'installation qui n'est pas forcément simple, surtout s'il veut il veut avoir des subventions ou être aidé, puisqu'il y a ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur. Donc c'est de l'argent simplement qu'on va donner à un jeune pour pouvoir s'installer, pouvoir mettre en place son exploitation. Bien sûr, il y a des critères, etc. Il y a quand même un parcours d'installation qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Un jeune qui veut s'installer, il faut qu'il soit conscient qu'il doit payer des cotisations. Donc les cotisations, ça passe par la MSA, donc la CGSS. Il faut savoir qu'il faut créer une entreprise, donc il faut passer soit sur le site de l'INPI pour créer son entreprise ou autre, ou alors aller dans un CFE, un centre de formalité des entreprises, comme la Chambre d'agriculture. Il faut ouvrir un compte bancaire, donc aller dans une banque. Il faut avoir des assurances, donc il faut aller voir les assurances. Donc le jeune va se retrouver à partir à droite, à gauche, à aller dans beaucoup de structures, voir plusieurs institutions. La DAF a sa part de responsabilité, la Chambre d'agriculture, etc. Donc il y a énormément d'institutions. Mais aussi, s'il veut commencer à travailler, pouvoir vendre ses productions, il peut passer par des organisations professionnelles, des groupements. Donc tout ça, ça va concourir aussi à structurer un peu la filière. Exactement, c'est ça, exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a énormément d'interlocuteurs. Et aujourd'hui, le Forum de l'installation, il se tient à un endroit, c'est le lycée agricole, le 7 novembre, donc c'est demain, tout simplement. Donc le vendredi 7 novembre, de 8h à 14h, un jeune, il vient. Et il va avoir accès à toutes ces institutions, à tous ces groupements, à toutes ces associations, à toutes ces organisations professionnelles, puisqu'on a décidé de regrouper en fait tout le monde en un seul et même lieu, justement pour permettre de retracer tout le parcours de l'installation. Donc que ça soit un jeune qui veuille s'installer en tant que chef d'entreprise, que ça soit un ancien par exemple qui souhaite céder son exploitation, parce qu'il faut savoir aussi comment le faire, que ça soit quelqu'un qui veut travailler dans le milieu agricole en tant que salarié, en tant que technicien, peu importe. Donc on a vraiment tout, puisqu'on a les groupements d'employeurs, TSA qui est présent aussi. Eh bien on va avoir tout le monde au même endroit, le lycée agricole, pour pouvoir retracer tout ce parcours de l'installation. Les formations également seront présentées, que ça soit par le lycée agricole pour les plus jeunes, que ça soit par le CFA pour ceux qui veulent travailler en tant qu'apprentis, justement, ou alors les CFPPA, donc les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, donc pour ceux qui veulent faire de la formation professionnelle simplement pour adultes. Donc c'est un vrai espace de réseautage et de direction, on va dire, à la fois pour les jeunes et pour les moins jeunes en tout cas. On a une 60aine d'exposants qui sont présents entre les institutions, que ça soit Cap Excellence, la région, le département, etc., la CNBT, on a vraiment tout ce petit monde qui est présent, mais on a aussi, comme je disais, la Chambre d'agriculture, on a la DAF, on a les jeunes agriculteurs qui tiennent le PAI, le point d'accueil installation, où il faut obligatoirement s'inscrire pour pouvoir commencer son parcours d'installation. D'accord ? Donc on a vraiment énormément de monde, la MSA, on a OCAPIAT, donc organisme de financement pour les salariés agricoles. Alors est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que le forum, c'est une première pierre. C'est ouvert à tout le monde. C'est une première pierre sur l'édifice, mais du coup, est-ce que ce serait pas une entité réelle à construire qui serait pérenne en fait ? Quelque part, on n'a pas de guichet quelque part unique où on va avoir un représentant de toutes les structures. Mais là, effectivement, ce forum, c'est le moment où vous pouvez venir, avoir toutes les informations et pouvoir rencontrer toutes les parties, j'ai envie de dire, prenantes de l'installation agricole. Et même, on va avoir même du job dating sur place. Donc ça veut dire que quelqu'un qui cherche du travail dans le milieu agricole, qui a un diplôme, qui veut travailler en tant que technicien en apiculture, qui veut travailler dans la banane, dans la canne, peu importe, il peut venir tout simplement et participer au job dating, justement. L'idée du guichet unique, c'est quelque chose qui est... C'est compliqué. C'est compliqué ? C'est compliqué, je pense, de se dire qu'à un endroit, on peut avoir... Alors, nous avons le PAI, le point d'accueil installation. Donc, nous avons une animatrice, JA, qui est là, une jeune animatrice du syndicat des jeunes agriculteurs, qui est là et qui répond à toutes les questions des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Est-ce que l'agriculture séduit encore beaucoup ? Alors, on a les jeunes, je parle. On a un problème, c'est vrai, c'est que l'agriculture, pour beaucoup, c'est pas sexy. Ça donne pas forcément envie.
Pourquoi? Parce qu'on se dit, on a les mains dans la terre, voilà. Puis c'est un travail de dur labeur, c'est vraiment ça. Certains se disent, on gagne pas beaucoup d'argent, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de reconquête justement de l'agriculture, montrer que c'est pas juste un métier où on a les mains dans la terre, parce que certains n'ont pas du tout les mains dans la terre. Il y a énormément de types d'agriculture, de filières qui sont possibles, parfois avec des très fortes valeurs ajoutées. Quand on voit aujourd'hui que le kilo de vanille vaut plus de 1 000 €, on se dit qu'il y a quand même des productions. Alors, il y a une technicité aussi à avoir derrière. Mais on a les formations pour. On a en Guadeloupe le président de l'association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, qui est aussi fondateur donc, de la fédération des planteurs de vanille. Il a reçu la médaille d'or quand même au Salon international de l'agriculture à plusieurs reprises. On a aussi un médaillé, il y a plusieurs qualités de vanille, enfin plusieurs espèces de vanille. Toutes nos vanilles sont médaillées en Guadeloupe. Donc, quelque part, j'ai envie de dire qu'on a vraiment des compétences incroyables. On a des personnes en Guadeloupe qui font du miel aussi, qui ont reçu des médailles de l'international. Donc, aujourd'hui, il faut mettre toutes ces personnes-là en commun. D'ailleurs, ils seront présents aussi sur la manifestation. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir les rencontrer. Est-ce que du coup, on a parlé miel, vanille, est-ce qu'il y a d'autres filières qui sont un peu innovantes et porteuses pour les jeunes on a une jeune, j'en parle aujourd'hui, Nawel Tournebise, qui a prévu de mettre en place son exploitation. Elle est sur le point de s'installer, où effectivement, elle va travailler sur le lait, mais pas le lait de vache, le lait de caprin. Donc du lait de cabri, du lait de mouton par exemple, pour faire des produits justement locaux. Et il faut dire que quelque part, on a déjà eu ce type de produit en Guadeloupe. On a eu des produits à base de lait de vache. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné sur le long terme? Parfois, ça ne suit pas, soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue... Enfin voilà, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que les jeunes agriculteurs veulent vraiment s'unir et travailler sur quelque chose de concret. D'accord. Et en plus, alors je le dis, le lendemain du FIMAG, donc le samedi 8 novembre, on va également, nous, le syndicat des jeunes agriculteurs, organiser un grand marché, la journée agricole, où on aura justement un atelier de plantation de vanille sur l'exploitation du lycée, avec des jeunes de terminale qui seront examinés d'ailleurs dessus. On va avoir également donc l'association des apiculteurs qui vient avec un rucher transparent pour voir l'activité des abeilles directement. On aura une petite exposition d'animaux avec des porcelets, des pintades, des canards, des lapins. Donc voilà, on a quand même des petites choses sur place. Donc c'est une vraie vitrine en fait que vous proposez. On a une vraie vitrine. Il va y avoir un coup de tambour avec des jeunes encore. Là, on a jeunesse. Donc ils vont venir donc, pour vraiment nous apporter leur savoir, leur vibration, leur son. Donc quelque part, moi, ce que j'ai envie de dire à la population guadeloupéenne, donnez-nous la force. Les jeunes agriculteurs sont là pour la Guadeloupe, puisque quelque part, on a une population agricole qui est vieillissante et on a absolument besoin de renouveler les générations agricoles. Donc moi, ce que je demande vraiment aujourd'hui à la population, c'est de prendre le temps de venir nous voir, même si ce n'est pas encore une passion, elle peut naître cette passion. Donc il ne faut pas hésiter à venir directement sur le forum de l'installation, donc le 7 novembre, donc demain, de 8h à 14h. Et le samedi, venir découvrir toute belleté à Guadeloupe, j'ai envie de dire. Donc venir sur notre journée agricole aussi, donc au lycée agricole de 8h à 16h le samedi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, on sent la passion pour le projet. Et on sait que la population guadeloupéenne, elle est friande justement de ces fruits, de ces légumes et justement de cette production locale. Pour aller vers la souveraineté alimentaire, exactement. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc rendez-vous demain, 9h. Demain, à partir de 9h, oui, jusqu'à 8h, de 8h à 14h demain. 8h à 14h. Et samedi, de 8h à 16h au lycée agricole de la Guadeloupe, à Convenance Bémao. Voilà, ça c'est dit. Et on se donne aussi rendez-vous ce soir, 18h30. On a dit médiathèque de Pointe-à-Pitre pour 18h30 pour les poilus saint-martinois. Voilà, on fait notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Philippe Verdol et Josué Galita. On parlera chlordécone et transition énergétique et intelligence artificielle. À tout à l'heure. Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage de Guadeloupe, le Memorial Act enrichit la mémoire collective à travers le récit de l'histoire des Caraïbes et des Amériques. Vous y vivrez une expérience bouleversante, enthousiasmante, enrichissante, avec des histoires de femmes et d'hommes qui ont créé une culture où le vivre ensemble est un cœur battant. Le Memorial Act, votre rendez-vous avec l'histoire.
Voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Claude Barfleur, qui est président du MGP, conseiller municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. Il est là pour nous parler de maltraitance numérique. Mais on va revenir sur l'actualité et parler de la caravane des droits sur Gourbert, donc qui poursuit sa route et qui fait étape à Gourbert, un dispositif qui permet aux services de l'État, à plusieurs associations, de se mettre en lien avec les habitants pour qu'ils accèdent gratuitement à des informations juridiques, sociales et administratives. On voit un reportage de Loïs Laine. Alors, le conseil départemental, au-delà d'avoir des stands de présence aujourd'hui, avec les services de l'État, a été à l'origine de cette caravane des droits, puisque le conseil départemental, il faut le rappeler, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Et on a constaté que bon nombre de citoyens n'ont pas accès aux droits auxquels ils peuvent prétendre. La caravane des droits, c'est tout simplement l'idée de dire toutes les institutions se fédèrent, viennent un jour donné au cœur du bourg, au cœur d'une ville, au cœur d'une commune de Guadeloupe, pour apporter aux habitants de cette commune, au plus près d'eux-mêmes, au plus près de leur portail, au plus près de leur porte, l'ensemble des droits et l'ensemble des services publics auxquels ils peuvent prétendre. C'est un rallye qui parcourt tous les territoires et on a retenu Gourbert pour ce mois. On est très honorés et c'est avec plaisir que nous recevons dans les meilleures conditions tous ces partenaires, la CAF, l'URSSAF, en matière de services au logement et les aides aux familles en difficulté. Donc c'est toutes les associations, secours catholiques, tous ceux qui participent au quotidien de nos concitoyens sont réunis dans un même lieu, surface, espace. Et ça permet aussi de délivrer ce message de solidarité, d'entraide et créer des liens sociaux entre citoyens de Gourbert et permettre aux gens aussi d'être dans la démarche active, d'aller vers leurs droits. C'est pas une mendicité, mais c'est leur droit. On tente en tout cas de voir tous les territoires, de se positionner sur tous les territoires pour répondre au mieux à ces besoins de la population. Parce que le droit, ce n'est pas une faveur. Et ça sert à rien de mettre en place des aides si on ne peut pas en bénéficier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment permettre à tout un chacun de bénéficier de tous ses droits. Je suis venue ici parce que j'ai reçu un appel hier. On m'a appelé au téléphone, on m'a dit, madame, il faut venir faire ta retraite. Comme ça, j'ai déjà été à EDF, j'ai déjà été à la DOM, j'ai déjà vu aussi France Travail. Nous faisons de l'accompagnement, puisque nous sommes un service social. Donc, nous avons une équipe de 8 assistantes sociales qui sont réparties par communauté d'agglomération. On nous signale les situations des personnes, ça peut être les partenaires, comme nos collègues en interne, qui vont nous signaler les situations de personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, cela nous permet d'intervenir au domicile et de voir ce qu'il y a lieu de faire en termes d'accompagnement. Voilà donc une initiative qui est utile et qui permet de rapprocher les services publics de nos concitoyens. On va parler école maintenant avec le dispositif classe et notamment un accompagnement à la scolarité qui permet aux enfants en difficulté de renforcer leur lien avec l'école. On voit un reportage de Max Morel qui traite de ce sujet. L'atelier qui a lieu ce matin a lieu tous les mercredis pour les enfants donc de 6 à 11 ans au centre social de Grand Camp et aussi tous les jeudis après-midi, on a les adolescents de 13h30 à 15h. C'est un atelier qui fait partie du projet qu'on appelle le projet Classe. Donc c'est un projet en fait qui est national qu'on retrouve un peu partout en France qui permet en fait aux enfants à travers des ateliers d'acquérir des compétences mais de manière ludique qui peuvent les servir pour leur apprentissage scolaire en fait. Cette année, on va travailler sur tout ce qui est la citoyenneté. On va aussi, durant cet atelier, je vais leur apporter des connaissances, par exemple mathématiques, mais de manière ludique. Donc, par exemple, on va apprendre à jouer aux échecs. Au lieu de faire juste des calculs mathématiques, ça va leur permettre d'apprendre en stratégie, d'apprendre à être concentré. C'est très important parce qu'à l'école, on leur demande juste d'être assis. Tandis qu'ici, c'est vrai qu'on est assis, mais on bouge, on a la possibilité de bouger. En plus, on a un espace où on peut faire aussi des choses en extérieur. On ne peut pas que être assis tout le temps. Et aussi, on prend en compte, comme c'est un petit groupe, les particularités de chacun. Ça veut dire que, par exemple, dans le groupe, il y a des personnes qui peuvent être hyperactives. Et là, je sais que parfois, s'il y a quelqu'un qui est hyperactif, il aura sa petite boule anti-stress ou il aura des choses qui seront mises en place pour l'aider
à la concentration. On fait aussi des choses ludiques, ça veut dire que c'est pas juste être assis, faire des devoirs, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et ça leur permet d'être valorisés dans leur travail et aussi de s'affirmer plus facilement. Il faut être proactif. Alors, on est de retour sur le plateau et on va tout de suite démarrer donc avec Monsieur Claude Barfleur, président du MGP, conseiller municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous êtes là pour nous parler de maltraitance numérique. Alors, est-ce qu'on pourrait définir qu'est-ce que la maltraitance numérique pour vous? Déjà, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, c'est-à-dire qu'on prétend, qu'on veut gérer la cité, il y a des choses, il y a des sujets qui passent crème, comme on peut dire de façon vulgaire, ou bien qui passent à l'as. Et en observant ma ville, Pointe-à-Pitre, et de façon globale la Guadeloupe, la France, je me rends compte qu'il y a des gens qui, depuis quelques années, par l'avancée technologique, par la numérisation du monde, par Internet, qui sont laissés de côté. Alors, quels sont les signes les plus visibles? C'est-à-dire qu'ils décrochent, par exemple, il y a des gens qui ont droit à certaines choses, elles ne peuvent pas prétendre à ces choses-là parce qu'elles ne peuvent pas aller sur un portable, remplir une page Internet, elles ne retiennent pas leur mot de passe, elles n'ont pas d'email. Et comment on peut vivre maintenant sans un email, sans un smartphone? C'est pas possible. Donc, alors, il y a les gens qui sont confrontés à ça le plus souvent, ce sont les personnes âgées, puisqu'elles décrochent technologiquement. L'électronisme, mais c'est ça, c'est le mot savant. C'est bien de donner de beaux mots à des problèmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler les problèmes. Donc, il y a la caravane des droits, on vient d'en parler justement. Oui. Est-ce que c'est pas une solution déjà qui existe? Ça peut être une solution, mais je trouve que par rapport à ce qui se passe, la gravité de la situation, on n'est pas assez proactif. Il faut aller au devant des personnes parce que c'est grave. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils n'arrivent pas à remplir, être capable d'utiliser un ordinateur. Par exemple, il y a des gens qui sont chaque mois. Par exemple, si vous regardez, maintenant on dit France Travail, pour l'emploi, elles n'arrivent pas à se mettre à jour. Donc chaque fois, elles perdent leurs sous, elles perdent leurs droits. Donc, et c'est un sujet que je trouve que l'État est le premier coupable. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous rentrez dans une administration, je ne donne pas de nom, tout le monde peut voir ça, il y a plus d'accueil. C'est un prétexte pour ne plus embaucher de fonctionnaires. Ce qui est grave, quand vous rentrez dans une administration, maintenant, la personne qui vous accueille, qui vous aide un peu, comme on dit vulgairement, c'est un vigile. Oui. C'est grave. Déjà, ce sont des personnes qui sont sous-payées, à mon sens, et c'est eux qui vous aident, comme ils peuvent, à remplir un formulaire derrière l'ordinateur. Donc, ce sont des prétextes pour réduire le chômage, et en plus, ce sont des choses qui isolent les personnes âgées. Et nous avons dans notre population un public jeune qui est capable, qui est très branché, au contraire. Vous voyez, c'est le delta, hein, c'est le gap qui pose problème. Les personnes âgées n'utilisent pas, les jeunes ont une surconsommation, ils passent leur journée sur les smartphones. Donc, mon idée, c'est de lier ces deux publics-là. Alors, du coup, parce que vous parlez comme une fracture qui existe. C'est ça, une fracture numérique. C'est ça que j'appelle la fracture numérique, la maltraitance numérique. Donc, au travers de ça, je pense que l'État, c'est un problème, mais à travers... Est-ce que c'est seulement l'État Mais c'est le rôle d'un État. Alors, l'État, ensuite par délégation, conseil régional, conseil départemental, les mairies. Mais c'est l'État qui doit c'est la puissance publique, parce que au travers de cette modernité, et je dis justement que le premier coupable, c'est l'État, parce que dans toutes les administrations, maintenant, vous n'avez plus personne capable de vous aider. Il n'y a pas d'accueil. Donc, tout le monde trouve ça intéressant, sous prétexte de modernité. Mais ce que je dénonce, la vraie raison, c'est de ne pas employer les personnes. C'est de rendre les structures plus productives, plus économiquement viables. Oui, mais là je parle de service public. Un service public doit être, pas forcément rentable, doit être bien géré. Donc, sous couvert de ça, alors, si l'État fait ça, comment vous voulez empêcher qu'une entreprise privée le fasse? Moi, à mon sens, c'est ça qui pose problème dans notre société. Alors, je ne suis pas là pour dénoncer le progrès. C'est évident, on ne peut pas refuser le progrès, mais on tend vers une déshumanisation de la société. Et donc, le numérique, normalement, doit être capable de nous lier, de ne pas créer de frontières. Comment il faudrait faire, du coup, pour aller vers ce lionnage et associer l'innovation et le bien-être
Alors, c'est simplement, c'est-à-dire qu'il faut les moyens. Donc, c'est les moyens. Vous avez parlé de l'État, mais en dehors de l'État, ce serait quoi les autres? Non, moi, je reste sur l'État, qui va par délégation, puisque quand un maire gère, c'est par délégation pour l'État. Au président du Conseil général, tout le monde croit, c'est pas toi le boss, le boss, c'est l'État. Donc, au travers de ça, alors, évidemment, on va me parler de France Service. C'est pas suffisant. Il faut chercher, il faut détecter, et il faut mettre en connexion un service spécial dans les communes, dans le département qui est en rôle social, et utiliser les jeunes, d'ailleurs, qui sont souvent au chômage en Guadeloupe. 40% des jeunes ne travaillent pas en Guadeloupe, mais ils ont des compétences, je dirais, numériques, et faire que systématiquement, qu'on puisse retrouver ces personnes-là et les aider. Il ne faut pas attendre qu'elles viennent. Déjà, ce sont des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Alors, si vous êtes seul, maintenant, nous sommes dans une société où beaucoup de personnes âgées se retrouvent isolées. Donc, il faut être proactif sur le sujet, faire la connexion, rétablir un lien intergénérationnel entre les jeunes et les plus âgés, et au travers de ce genre de mouvement qui sera financé par l'État, où l'État va aider les communes et le département. On va créer des emplois pour les jeunes, et on va aider les personnes âgées qui vont retrouver leur dignité. À mon sens, mais c'est un sujet important, hein. Parce que au bout dans 5 ans, on va se retrouver avec beaucoup de personnes qui seront en déshérence administrativement. Et c'est grave. Et là, on dit non, c'est moderne. Non, c'est pas moderne. Quand la numérisation ne doit pas nous rendre esclaves, mais elle doit nous rendre service. Et donc, je pense que c'est une approche, c'est notre façon de voir les choses. Et c'est en ce sens-là qu'il faut prendre ce sujet vraiment à bras le corps, parce que nous sommes une société, nous vieillissons. Dans 10 ans, ça va être plus de la moitié de la personne. Nous allons tous être vieux un jour. Et on oublie ça. Aujourd'hui, je manipule facilement. Peut-être que dans 10 ans, plus ça ira, moins je vois bien. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens-là, donc, c'est un sujet préoccupant. Et les maires, le conseil départemental, avec l'État, doivent prendre ça à bras le corps. Vous avez l'impression que c'est pas pris au sérieux? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça avance à grands pas. Vous voyez, technologiquement, vous avez un portable aujourd'hui, dans un mois, il est obsolète. Donc, on ne peut plus rien faire sans Internet. La Sécu, la CAF, Pôle emploi, travailler, faire un CV. Maintenant, quand vous lancez, vous cherchez un travail, automatiquement, c'est plus par la poste, c'est par Internet. Oui, vous devez, vous voyez. Et puis là, une personne âgée qui a droit, par exemple, qui a droit à tout ce qui est remboursement sécurité sociale, si elle ne sait pas utiliser un smartphone, elle ne perçoit pas ses remboursements. Vous voyez ce genre de choses. Elle ne peut pas avoir une ambulance. Quelqu'un qui est au chômage, il ne peut pas remplir se mettre à jour en France Travail. Donc, mais c'est un sujet grave. Mais tout le monde on s'en rend pas compte parce que c'est quand même glissant et on se dit que ça ira. Non, ça ira pas. C'est un sujet qu'il faut prendre à bas le corps, qui est préoccupant et qu'on veut gérer, qu'on veut guider une ville, un pays. C'est un sujet où on ne peut pas laisser des individus de côté. Donc c'est un vrai appel à la responsabilité. La responsabilité des maires, du conseil départemental et de l'État. D'accord. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous serez entendu. Mais il y a intérêt parce qu'après on paiera le coup. D'accord. Remettre l'humain au centre, c'est important, et parler d'apaiser les relations aussi. On est là. Merci beaucoup, Monsieur Barfleur. C'est moi. On va faire la transition avec Caroline Alix, donc qui est là aujourd'hui pas en tant que chroniqueuse, mais en tant que conférencière, avocate, puisqu'il y a une thématique qui est rompre une relation, ça s'apprend, qui aura lieu lors d'une conférence aujourd'hui, donc à la médiathèque du Moule. C'est bien ça? C'est ça, à 18h30 ce soir à la médiathèque du Moule, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors, pourquoi parler justement de l'art de rompre et en paix, on va dire, déjà? Eh bien, ce qu'on oublie vite, c'est que quand on veut quitter quelqu'un, que ce soit une relation de travail, des collègues de travail ou dans la famille, son partenaire ou des membres de sa famille, il faut savoir que ça se construit en fait. Voilà, c'est pas décidé du jour au lendemain que l'autre n'existe plus, ça marchera pas. Et donc, il y a une espèce d'angle mort dans notre éducation, dans la société, que les gens ont tendance à combler avec du droit, et en fait, c'est pas le rôle du droit, et encore moins la place d'un tribunal. Donc, donc on apprend à rompre, vraiment. Exactement, c'est une vraie réflexion à quelle bonne distance je peux concevoir que l'autre doit se tenir de moi. C'est pas forcément l'éliminer complètement, parce que ça, c'est de la violence. Et c'est pas de l'humanité. Donc, si on peut pas l'éliminer complètement, parce que parfois la vie nous force à composer avec l'autre, on n'a pas le choix,
On va le mettre à quelle distance? On va le gérer de quelle manière? Donc c'est ça qu'on va apprendre. En fait, c'est ça? Voilà, ça se travaille, ça s'apprend, il y a des règles du jeu. D'accord. Et ce que moi j'ai compris, c'est que le mental n'est pas adapté à ces situations parce que les mots, le sens qu'on va y mettre avec du mental à ces situations désagréables, eh bien en fait, c'est pas adapté parce que ça va pas assez vite. La relation, elle est énergétique, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, et les émotions, elles se transforment très vite. Elles évoluent très vite. Et entre le moment où on va nommer une situation et le moment où on va pouvoir passer à l'action, déjà ce qu'on a nommé, c'est plus vrai. Ça n'existe plus. Donc on est perdu, on s'adapte mal. Et mon idée, c'était de traduire en fait la tension relationnelle en dessin. Parce que le dessin se transforme, la forme se transforme à la même vitesse que l'énergie. D'accord. Donc je vais vous expliquer tout ça ce soir à la médiathèque du Moule. D'accord. Donc ça permettra d'avoir des transitions plus souples, en fait, c'est ça, dans les relations pour pouvoir aller vers de l'apaisement, puisque c'est ça. C'est garder la maîtrise de toutes les relations, même conflictuelles. Et c'est surtout quand ça va mal que les outils que je vais vous donner vont vous permettre de garder le contrôle. La maîtrise, c'est pas mal quand même. La maîtrise, oui. Ok, donc c'est intéressant. En tout cas, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens d'aller voir cette conférence. Donc, il y aura lieu à 18h30. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes dans les... C'est de dénier l'autre, parce que le déni de l'altérité, c'est une mort symbolique. Donc, quand on tue symboliquement l'autre, déjà, on n'est pas dans la vérité. Oui, parce qu'il existe. Il existe, il va mal le prendre, il va se venger. Nous, on va être dans le déni de quelque chose, d'une réalité qui va nous surprendre. Et voilà, et on ne s'adapte plus comme il faut. Donc, on est obligé de le mettre à la bonne distance. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va jouer avec des dessins. Et quand ça devient ludique, eh bien, d'un seul coup, on se sent plus libre, plus émancipé et plus en sécurité. D'accord. Donc, c'est une belle façon d'apprendre à rompre, d'utiliser cette technique. Et donc, on donne rendez-vous aujourd'hui, 18h30, médiathèque du Moule. C'est gratuit en plus. Donc, et ça peut servir à tout le monde. C'est ça. Ça peut rapporter gros. C'est ça. Merci beaucoup Caroline. Et donc rendez-vous 18h30 à médiathèque du Moule. On va revenir rapidement sur les derniers sujets qui nous restent. On parlera de l'ouverture du village de la mini transat, donc qui va se dérouler sur Saint-François. C'est une mini transat qui attire des passionnés et des gens de la France aussi, une ambiance conviviale et un esprit d'aventure garanti, qui a été retranscrit par Solène Fèvre. Vous savez que nous attendions avec beaucoup d'impatience cette mini transat qui lance, j'avais dit, la saison touristique, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont plusieurs milliers de personnes qui vont fréquenter la marina de Saint-François et la commune de Saint-François. Je peux vous dire aujourd'hui que tous les gîteurs sont pleins. Les restaurateurs attendent avec impatience les visiteurs, les marins pêcheurs, les agriculteurs. J'ai envie de dire, la mini transat, directement et indirectement, fait vivre plusieurs secteurs d'activité. Le président que je suis veut vraiment que toutes ces compétences soient mises en exergue à travers des manifestations, justement à travers de l'accueil de telles manifestations d'ampleur internationale, parce que je rappelle que c'est une course quand même qui est internationale. On a beaucoup de chances de pouvoir l'accueillir et singulièrement l'accueillir sur la commune de Saint-François. Alors le programme, c'est que les coureurs vont arriver les premiers le 7, donc vendredi je crois, 7 au soir, plutôt dans la soirée, voire petite nuit. Donc désolé pour, pour le spectacle de jour. Mais donc il y a une grosse bataille entre le premier et le deuxième, entre Mathis Bourgnon et Benoît Marie. Les derniers derrière, ça devrait arriver aux alentours du 9 à peu près. Et après, il y aura un gros paquet qui va arriver dans la semaine prochaine, début de semaine prochaine, jusqu'au 13 à peu près. Là, les premiers vont mettre 14 jours. Ils avaient mis moins que ça il y a 2 ans. Donc là, on est sur du petit vent au départ. Donc ils vont rester longtemps en mer. Là. Un village qui a été inauguré avec bien évidemment plusieurs stands
qui représente un peu la richesse de notre pays, la Guadeloupe, hein. Richesse culinaire, richesse artistique et bien évidemment, c'est ce qui fait la beauté de cette île. Et je crois que la Guadeloupe a de ce qu'il y a d'unique. Nous sommes une richesse culturelle, une richesse ethnique et ça se montre à travers nos cuisines, à travers nos arts. Et j'ai envie de dire que Saint-François est le petit creuset de la Guadeloupe qui va s'exprimer à travers ce stand, à travers bien évidemment le podium, puisqu'on va avoir plusieurs présentations d'artistes, de chanteurs, et donc tout ça va égayer la vie, va mettre de l'ambiance dans cette commune et va booster l'économie, mais bien sûr toujours cette petite pensée pour la marina, puisque bien évidemment quand on tourne la tête, on voit le spectacle, c'est jamais facile, mais on baisse pas les bras, on se bat et on fera vraiment une très belle marina. Voilà, on est de retour sur le plateau. On va faire le point sur l'économie après l'incendie de Saint-François. Donc les conséquences sont énormes et ont touché une zone commerciale qui peine encore à remettre d'entrain leur activité. Les autorités locales évaluent les dégâts et les solutions qui permettront un relogement temporaire. On voit un reportage de Solène Fèvre aussi. C'est dans la nuit que j'ai appris ça parce que vu que ça s'est passé assez tôt, vers 3-4 heures il me semble, je me rappelle plus. Donc j'ai été réveillé, je suis venu sur place et là c'était mauvaise surprise quoi. Donc je me suis vite retourné, j'ai vite trouvé du taf parce que c'est pas ça qui manque en restauration quand même. Donc après on était quand même 40 à se mettre au chômage technique directement, donc c'est un peu compliqué, il y a peut-être pas des places partout. Moi j'ai réussi, j'ai eu de la chance, mais voilà, je pense pas que ce soit pareil pour tout le monde. Donc, Comme vous le savez, la marina a été victime d'un incendie. Nous avons des commerçants qui sont totalement impactés, qui ont tout perdu. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour eux, avec beaucoup d'émotion, puisque vous savez, quand vous avez perdu plusieurs années de travail, de votre vie, c'est toujours difficile. En tout cas, nous, avec la municipalité, nous avons mis en place un dispositif avec l'État, avec les services de l'État, avec les chambres consulaires, avec les collectivités majeures, conseil départemental et conseil régional, pour voir comment on peut les aider à travers une aide d'urgence. Ça, ce sont des choses que nous essayons de voir et peut-être dans un plus long terme. En tout cas, c'est le discours que je leur ai tenu, c'est qu'on est avec eux, on ne les abandonne pas et nous sommes tout à fait solidaires avec les commerçants qui ont tout perdu, comme je le dis. Et c'est vraiment une situation très difficile pour le maire que je suis. Et bien évidemment, puisque ce sont quand même des pères et des mères de famille, ce sont des salariés qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Je n'ai pas trop écouté ce qui allait se passer. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait de nouveau des restaurants qui peuvent accueillir des personnes, parce que c'est vrai que là, juste avant la mini transat, c'est dommage que ce soit passé, parce que c'est ce qui donnait de l'animation aussi. Donc là, on a fait ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est cool quand même. Mais j'espère qu'au plus vite, on aura des nouveaux restaurants ou des nouvelles boutiques qui attirent un petit peu les gens, quoi. Voilà, donc une épreuve difficile pour ces acteurs économiques de la commune. On a terminé le ZCL. On a reçu aujourd'hui Steve Gums qui nous a présenté son livre « Les poilus de Saint-Martin », donc Saint-Martinois, avec une présentation qui aura lieu ce soir à la médiathèque de Pointe-à-Pitre à 18h30. On a reçu aussi Ciné Ennery, donc pour la première édition du FIMAG, donc qui va se dérouler demain au lycée de Convenance, donc lycée agricole de Convenance à Bémao à partir de 8h. Donc un forum qui permettra de mettre en lien différents acteurs de la filière agricole. Avec Monsieur Philippe Verdol, maître de conférence, on a parlé de chlordécone en France et en Europe. Et avec Monsieur Galita, il était question d'une conférence sur la transition énergétique et l'intelligence artificielle, dont la première date aura lieu ce samedi. C'est au centre Rémy Souta. On vient de voir Monsieur Claude Barfleur, président du MGP, conseiller municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. Il nous a parlé de maltraitance numérique. Et on est aussi encore avec Caroline Alix pour la conférence L'Art de la Paix, rompre une relation, ça s'apprend, qui aura lieu, cette conférence, ce soir à 18h30 à la médiathèque du Moule. Voilà pour aujourd'hui, pour nos invités au niveau de l'actualité. On a parlé de l'opération Escargot menée par les employés du CHU, du salon du BTP de la femme, donc qui se déroule
Jarry. On a aussi évoqué la caravane des droits sur Gourbert. L'accompagnement à la scolarité, donc dans le cadre du CLAS, c'était sur Grand Camp. Et on a parlé sur Saint-François de l'ouverture du village de la Mini Transat et du point économique suite à l'incendie qui a touché plusieurs restaurants sur la Marina. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Prenez soin de vous. Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14h. On va recevoir plusieurs invités, parler de mémoire, d'engagement et de réflexion. On a monsieur Serge Gums qui est là avec nous, auteur. Il va présenter son livre « Les poilus Saint-Martinois ». Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Avec Siné Enery, président de l'Agrocampus, il sera question de la première édition du Forum d'installation et des métiers de l'agriculture en Guadeloupe, le FIMAG, donc qui va démarrer très bientôt. Et peut-être que Aline Coupon sera avec nous. On verra si elle est disponible pour pouvoir nous rejoindre. Bienvenue. Ensuite, on aura Philippe Verdol, maître de conférence en économie à l'université. Il est là pour nous parler de chlordécone en France et en Europe. Il sera accompagné aussi de monsieur Galita, qui sera là pour nous parler d'une conférence débat sur la transition énergétique et l'intelligence artificielle. Ensuite, on va recevoir Claude Barfleur, président du MGP et conseiller municipal de Pointe-à-Pitre. Il sera là pour nous parler de maltraitance numérique. Et on terminera avec Caroline Alix, avocate. Elle est là pour nous parler d'une conférence, l'art de la paix, rompre une relation, ça s'apprend. Une conférence qui aura lieu aujourd'hui au Moule. Au niveau des informations, on parlera de plusieurs choses, notamment de l'opération Escargot qui a eu lieu aujourd'hui par le personnel hospitalier. Il dénonce plusieurs choses, notamment les retards concernant la mise en place du nouveau CHU. On parlera aussi du salon BTP et de la femme qui se tient actuellement à Jarry, donc une initiative originale qui met les femmes à l'honneur dans un secteur largement masculin. On parlera des droits, notamment de la caravane des droits qui se déroule sur Gourbert. On parlera aussi de l'accompagnement à la scolarité, en lien avec le dispositif CLAS, donc le contrat local d'action sociale, et qui a eu lieu sur Grand Camp, avec une approche particulière pour les enfants, pour leur permettre justement de renforcer le lien avec l'école. On terminera avec l'ouverture du village de la Mini Transat sur Saint-François. Voilà pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec l'opération Escargot. Donc le personnel hospitalier ce matin a mené une opération Escargot pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et aussi le retard pris pour la mise en service du nouveau CHU et réclament une reconnaissance, notamment par leur effort et un plan d'urgence. On voit un reportage qui nous parle justement de ce problème. Nous avons une opération Molokoy. Pas ni pour pour venir saisir dans trois tables pour nous négocier. J'ai nous sorti dans crise là, les crises qui ont monté dans chaque service. Mais d'autant plus que nous avons une problématique pour nous garder qui nous intégrer nouveau CHU là. Et là, ni courrier que nous voyons aussi bien pour l'ARS que pour le président du conseil de surveillance qui s'est initié, Losbao, quand tu as directeur là, nous savons très bien qu'il n'y a pas là, pas qu'à nos réponses. Je dis là, donc, nous avons regardé qui nous a acheté réponse. À des gens qui nient justement pouvoir de nos réponses, c'est diviner à CHU là, mais bien évidemment, c'est diviner à l'offre de soins en pays Guadeloupe. Donc, c'est pour ça que je dis là, travailler, décider, donc, nous avons pris la rue là pour nous regarder qui peut être réponse bonne. Pour ça, nous sommes devant CHU là, c'est camarades là devant le service à aussi. Chaque service qui est en mouvement, comme maintenant piqué aussi à niveau A. Je dis là, c'est en notre niveau, nous mettons, parce que quand nous disons, ça fait plus qu'on va nous lever gaoulé. On ne peut pas cacher sinon, pour dire le temps. Donc, nous disons, je dis là, fait nous garder, au-dessus là, qui peut nous répondre. Parce que quand nous savons envoyer là, ça, il faut foutre un bordel pour tenir des réponses.
non pas forcément uniquement pour ça, parce que nous avons cherché tous les voies et moyens pour nous arriver à trouver donc, la négociation pour nous faire l'hôpital avancé. Donc voilà, nous aujourd'hui là, avec les camarades, les services qui concernent, aussi bien service à la cardiologie, service à brocardage, service aussi à Bouadouila, là pour être ici, mais qui veut dire là, qui a fonctionné plus à l'État en Bouadouila, qui est vraiment l'État en blanche aussi, industriel. Voilà, de retour sur le plateau, on va parler avec Monsieur Serge Gums des Poilus de Saint-Martin, qui est un ouvrage, travail de recherche et de transmission qui est consacré aux soldats originaires de Saint-Martin qui se sont engagés lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est un récit qui redonne la voix à ces héros qui ont été oubliés. Bonjour Monsieur Gums. Bonjour. D'où vient l'idée de ce livre ? Alors, ça vient du fait que j'avais un oncle, un grand-oncle. Lui, il a fait la Première Guerre mondiale. D'accord. Et il n'a jamais voulu me parler de la guerre. Pourquoi ? Donc, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'aller à sa rencontre. Il est déjà décédé, bien sûr. Et là, j'ai découvert l'ampleur de la participation de Saint-Martin dans cette grande déflagration. D'accord. Et non seulement j'avais un, mais j'avais deux. Donc, dans cette guerre, et plusieurs cousins morts pour la France au cours de la guerre. Combien de poilus, justement, saint-martinois, ça représente? Alors, je ne donne pas un nombre, un chiffre exact, puisque je peux toujours oublier un ou deux, mais disons plus de 130. Ces Martinois ont participé à la Première Guerre mondiale. Comment vous avez fait justement pour retracer la mémoire de tous ces soldats, puisqu'on parle de ces soldats oubliés et on parle plus souvent des Sénégalais que des Saint-Martinois ou des Antillais en fait. Ça ne s'est pas fait en 2 mois ou en 1 an. J'ai pris même 3 années de recherche pour rassembler tous les Saint-Martinois ayant pris part à la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez dit que par rapport à votre oncle en particulier, il n'y avait pas forcément eu la transmission. Comment vous avez pu récolter des témoignages? Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, est-ce que tout a été dans des archives ou bien vous avez pu... Tout n'est pas dans les archives. Il faut interroger également les descendants des poilus. Il faut chercher dans les archives en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Vincennes. Vincennes, à Paris, c'est le temple de l'armée, finalement. En Amsterdam également, partout, il faut chercher les informations et croiser les informations pour extirper une certaine vérité. Du coup, j'ai une question, je ne sais pas si... est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tabou quelque part autour de ça? Parce qu'à l'image de votre oncle qui n'a pas trop voulu en parler, est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir des informations ou des témoignages de descendants justement de ces poilus? Est-ce qu'il y avait... Vous en parlez un peu dans le livre? J'arrive à avoir des informations, mais le mot tabou ne s'y prête pas. C'est une contrainte de traumatisme. D'accord. C'est une question de traumatisme. D'accord. Donc le traumatisme par rapport à avoir participé à cette guerre-là, ou il vient d'où en fait ce traumatisme? Mais écoutez, imaginez un Saint-Martinois. Il est engagé dans le même régiment que son cousin. Il voit mourir son cousin dans les Dardanelles. Il entend certainement son cousin crier au secours. Il ne peut pas aller le chercher. Il meurt. Quand il revient, on lui demande d'expliquer comment est mort son cousin Duncan. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas en parler. Ouais, c'est le choc donc, aussi. Il veut oublier. Et comme on n'a pas la faculté d'oublier volontairement, on reste habité par ce... Donc on parle maintenant de syndrome post-traumatique, c'était le cas en fait, c'est ça? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Imaginez mon oncle, il ne pouvait pas dormir dans un lit. Dans un lit? Il dormait... Par terre? À même le sol. D'accord. Habillé. Ouais. D'accord, donc on sent vraiment le traumatisme. En plus, il y a autre chose, c'est vrai que j'y pense, mais au-delà du fait de voir mourir des personnes qui nous sont proches, je pense que pendant la guerre, parfois, on peut aussi être responsable de la mort de certaines personnes, et c'est peut-être difficile de dire, voilà, j'ai donné la mort, ou peut-être qu'il y a aussi cette partie-là qui, je sais pas, enfin... Il y a tout. Il y a tout, oui, j'imagine. En plus que l'implication, on va dire, des Antilles, de façon globale, dans la Première Guerre mondiale, est importante, et elle a été un peu reniée aussi.
Si, mais surtout Saint-Martin, je veux envoyer un message. Sur Saint-Martin en particulier. Puisque souvent, on prend que Saint-Martin est quelque chose en marge de la République. Mais non, je veux montrer dans ce bouquin que Saint-Martin est lié, profondément lié au destin de la France. Et dans les heures les plus sombres de son histoire. D'accord, oui, vous avez parlé de jour noir et de nuit blanche. J'ai trouvé l'expression très réelle, du coup. Le jeu de mots est intéressant et on a vraiment ce besoin de reconnaissance dans l'histoire de l'identité saint-martinoise. C'est ce que vous cherchez à faire passer dans le livre. Mais je dis Saint-Martin, mais en fait, je donne également des pistes à n'importe qui, les Guadeloupéens, puisque lorsque je parle par exemple des soldats saint-martinois, c'est le même parcours pour les vétérans de la Guadeloupe, les soldats de la Guadeloupe, c'est le même parcours. Donc, mais je donne des pistes également pour qu'on puisse savoir comment suivre le soldat. Je prends un exemple très simple. On vous dit l'armée française. Mais c'est quoi l'armée française? C'est un terme générique. Mais il faut comprendre la structure de l'armée de terre française. Et à partir de la structure de l'armée de terre, on peut arriver à déterminer où se trouvait à tel moment mon soldat, puisque j'ai sa matricule, et dans sa matricule, il est indiqué le numéro et le régiment. Justement, est-ce qu'avec ce type de livre, on pourrait l'intégrer à nos programmes scolaires et en parler beaucoup plus, mettre l'emphase sur le fait que voilà, la Saint-Martin a participé et a été partie intégrante de cette guerre? Est-ce que pour vous, ça peut être un outil? C'est un élément d'accroche, puisque le Saint-Martinois, il va savoir effectivement que lui également, il a participé à cette guerre. Et souvent, ils ignorent le fait que mon grand-père a pris part, mon oncle a pris part, et également les Saint-Martinois. À Saint-Martin, les mamans également faisaient la guerre de leur manière. À Saint-Martin également. Comment ça a été perçu par les familles des soldats, votre ouvrage et cet hommage rendu à leur parcours? Perçu, beaucoup de surprises, puisqu'il y a des personnes qui ignoraient par exemple que son grand-père avait fait la guerre, que son grand-oncle avait fait la guerre. Et il me demande après de retracer le parcours de ses aïeux. C'est très bien. Donc, c'est vraiment, ça permet de suivre sa lignée aussi et de l'honorer quelque part aussi. De l'honorer. De l'enlever du tombe, de la tombe de l'oubli. De l'oubli. Alors aujourd'hui, vous avez une rencontre qui est prévue avec votre ouvrage. Il y aura un échange aussi avec Joseph Romney, des lectures d'extraits par Eliane Arnel, qu'on connaît bien. Donc ça va se passer à la médiathèque aujourd'hui. À la médiathèque de Pointe-à-Pitre à 18h30, échange avec Joseph Romney et le public, où je vais décrire le parcours de certains Saint-Martinois qui correspond au parcours de pas mal de Guadeloupéens, où je vais donner également des pistes pour suivre un soldat. Voilà ce que nous avons fait. Bon, j'imagine qu'il n'y en a plus maintenant, les poilus sont tous malheureusement disparus. Ils sont tous malheureusement. Oui. Vu l'âge, on est en 2025. On a encore des personnes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Oui, mon grand-père, par exemple, qui a répondu à l'appel du 18 juin et qui est toujours vivant, qui va avoir 103 ans au mois de mars prochain. Génial, ça. Ça, c'est top. Est-ce qu'il a toutes... oui, mais quand il a fêté ses 100 ans, il était donc à la résidence départementale. Il y a eu il y a eu un petit coup de tambour, il s'est même mis à danser. Alors c'est pour vous dire. C'est bien quand c'est comme ça. C'est que je travaille je travaille actuellement sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, et figurez-vous, il y a eu des dissidents de Saint-Martin également.
Oui, ok. Bah, ce sera le tome 2. Le tome 2. Donc, rendez-vous aujourd'hui, 18h30. Donc, médiathèque de Pointe-à-Pitre. Et donc, échange, j'imagine que vous aurez des livres en dédicace aussi. Il y aura tout ça. Il y aura tout ça. Et l'occasion de participer à quelque chose qui retrace la mémoire, qui est important. Et je vais mettre en mouvement les régiments coloniaux. Merci. On va parler d'avenir avec la jeunesse agricole maintenant et monsieur Henry Sidney, donc première édition du forum d'installation des métiers de l'agriculture en Guadeloupe, donc FIMAG. Tout à fait. Il s'agit de quoi exactement? L'objectif, quel est l'objectif de cette édition? Alors, de cette rencontre? Le FIMAG. Oui. Le FIMAG, donc FIMA Guadeloupe, c'est le forum de l'installation autour des métiers de l'agriculture en Guadeloupe. L'idée, c'est qu'en fait, je prends toujours l'exemple d'un jeune, puisque je suis moi-même membre du syndicat des jeunes agriculteurs, donc qui porte effectivement cette manifestation avec TSA, donc le groupement d'employeurs TSA, Travail saisonnier agricole. Nous avons décidé ensemble de mettre en place ce forum. On a été quand même généreusement accompagnés, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Financièrement, il a fallu quand même faire beaucoup de dépenses pour organiser ce forum. La région Guadeloupe nous a bien accompagnés, donc je tiens à les remercier déjà. Le département, Cap Excellence, on a eu vraiment pas mal de partenaires qui sont de soutien pour cette manifestation, parce que l'agriculture aujourd'hui ne va pas forcément très bien, et je pense que tout le monde se rend bien compte qu'il faut mettre le pied à l'étrier et accompagner donc ce forum, les jeunes et moins jeunes. Ça permettra d'aider justement la filière agricole. Ce forum, il faut savoir qu'un jeune, donc je reviens à ce que je disais, un jeune qui veut s'installer, va avoir un parcours d'installation qui n'est pas forcément simple, surtout s'il veut il veut avoir des subventions ou être aidé, puisqu'il y a ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur. Donc c'est de l'argent simplement qu'on va donner à un jeune pour pouvoir s'installer, pouvoir mettre en place son exploitation. Bien sûr, il y a des critères, etc. Il y a quand même un parcours d'installation qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Un jeune qui veut s'installer, il faut qu'il soit conscient qu'il doit payer des cotisations. Donc les cotisations, ça passe par la MSA, donc la CGSS. Il faut savoir qu'il faut créer une entreprise, donc il faut passer soit sur le site de l'INPI pour créer son entreprise ou autre, ou alors aller dans un CFE, un centre de formalité des entreprises, comme la Chambre d'agriculture. Il faut ouvrir un compte bancaire, donc aller dans une banque. Il faut avoir des assurances, donc il faut aller voir les assurances. Donc le jeune va se retrouver à partir à droite, à gauche, à aller dans beaucoup de structures, voir plusieurs institutions. La DAF a sa part de responsabilité, la Chambre d'agriculture, etc. Donc il y a énormément d'institutions. Mais aussi, s'il veut commencer à travailler, pouvoir vendre ses productions, il peut passer par des organisations professionnelles, des groupements. Donc tout ça, ça va concourir aussi à structurer un peu la filière. Exactement, exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a énormément d'interlocuteurs. Et aujourd'hui, le forum de l'installation, il se tient à un endroit, c'est le lycée agricole, le 7 novembre, donc c'est demain, tout simplement. Donc le vendredi 7 novembre, de 8h à 14h, un jeune, il vient. Et il va avoir accès à toutes ces institutions, à tous ces groupements, à toutes ces associations, à toutes ces organisations professionnelles, puisqu'on a décidé de regrouper en fait tout le monde en un seul et même lieu, justement pour permettre de retracer tout le parcours de l'installation. Donc que ça soit un jeune qui veuille s'installer en tant que chef d'entreprise, que ça soit un ancien par exemple qui souhaite céder son exploitation, parce qu'il faut savoir aussi comment le faire, que ça soit quelqu'un qui veut travailler dans le milieu agricole en tant que salarié, en tant que technicien, peu importe. Donc on a vraiment tout, puisqu'on a les groupements d'employeurs, TSA qui est présent aussi, eh bien on va avoir tout le monde au même endroit, le lycée agricole, pour pouvoir retracer tout ce parcours de l'installation. Les formations également seront présentées, que ça soit par le lycée agricole pour les plus jeunes, que ça soit par le CFA pour ceux qui veulent travailler en tant qu'apprentis, justement, ou alors les CFPPA, donc les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, donc pour ceux qui veulent faire de la formation professionnelle simplement pour adultes. Donc c'est un vrai espace de réseautage et de direction, on va dire, à la fois pour les jeunes et pour les moins jeunes en tout cas. On a une 60aine d'exposants qui sont présents entre les institutions, que ça soit Cap Excellence, la région, le département, etc., la CNBT, enfin, on a vraiment tout ce petit monde qui est présent, mais on a aussi, comme je disais, la Chambre d'agriculture, on a la DAF, on a les jeunes agriculteurs qui tiennent le PAI, le point d'accueil installation, où il faut obligatoirement s'inscrire pour pouvoir commencer son parcours d'installation.
D'accord? Donc, on a vraiment énormément de monde. La MSA, on a OCAPIAT, donc organisme de financement pour les salariés agricoles. Alors, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que le forum, bon, c'est une première pierre. C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est une première pierre sur l'édifice, mais du coup, est-ce que ce serait pas une entité réelle à construire qui serait pérenne, en fait? Quelque part, on n'a pas de guichet quelque part unique où on va avoir un représentant de toutes les structures. Mais là, effectivement, ce forum, c'est le moment où vous pouvez venir, avoir toutes les informations et pouvoir rencontrer toutes les parties, j'ai envie de dire, prenantes de l'installation agricole. Et même, on va avoir même du job dating sur place. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui cherche du travail dans le milieu agricole, qui a un diplôme, qui veut travailler en tant que technicien en apiculture, qui veut travailler dans la banane, dans la canne, peu importe, il peut venir tout simplement et participer au job dating, justement. L'idée du guichet unique, c'est quelque chose qui est... C'est compliqué. C'est compliqué? C'est compliqué, je pense, de se dire qu'à un endroit, on peut avoir... Alors, nous avons le PAI, le point d'accueil installation. Donc, nous avons une animatrice, Gia, qui est là, une jeune animatrice du syndicat des jeunes agriculteurs, qui est là et qui répond à toutes les questions des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Est-ce que l'agriculture séduit encore beaucoup? Alors, on a les jeunes, je parle. On a un problème, c'est vrai, c'est que l'agriculture, pour beaucoup, c'est pas sexy. Ça donne pas forcément envie. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on a les mains dans la terre, voilà. Puis c'est un travail de dur labeur, c'est vraiment ça. Certains se disent, on gagne pas beaucoup d'argent, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de reconquête justement de l'agriculture, montrer que c'est pas juste un métier où on a les mains dans la terre, parce que certains n'ont pas du tout les mains dans la terre. Il y a énormément de types d'agriculture, de filières qui sont possibles. Parfois avec des très fortes valeurs ajoutées. Quand on voit aujourd'hui que le kilo de vanille vaut plus de 1 000 €, on se dit qu'il y a quand même des productions. Alors, il y a une technicité aussi à avoir derrière. Mais on a les formations pour. On a en Guadeloupe le président de l'association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, qui est aussi fondateur donc, de la fédération des planteurs de vanille. Il a reçu la médaille d'or quand même au Salon international de l'agriculture à plusieurs reprises. On a aussi un médaillé, il y a plusieurs qualités de vanille, enfin plusieurs espèces de vanille. Toutes nos vanilles sont médaillées en Guadeloupe. Donc quelque part, j'ai envie de dire qu'on a vraiment des compétences incroyables. On a des personnes en Guadeloupe qui font du miel aussi, qui ont reçu des médailles de l'international. Donc aujourd'hui, il faut mettre toutes ces personnes-là en commun. D'ailleurs, ils seront présents aussi sur la manifestation. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir les rencontrer. Est-ce que du coup, on a parlé miel, vanille, est-ce qu'il y a d'autres filières qui sont un peu innovantes et porteuses pour les jeunes on a une jeune, j'en parle aujourd'hui, Nawel Tournebise, qui a prévu de mettre en place son exploitation. Elle est sur le point de s'installer, où effectivement, elle va travailler sur le lait, mais pas le lait de vache, le lait de caprin. Donc du lait de cabri, du lait de mouton par exemple, pour faire des produits justement locaux. Et il faut dire que quelque part, on a déjà eu ce type de produit en Guadeloupe. On a eu des produits à base de lait de vache. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné sur le long terme? Parfois, ça ne suit pas, soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue... Enfin voilà, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que les jeunes agriculteurs veulent vraiment s'unir et travailler sur quelque chose de concret. D'accord. Et en plus, alors je le dis, le lendemain du FIMAG, donc le samedi 8 novembre, on va également, nous, le syndicat des jeunes agriculteurs, organiser un grand marché, la journée agricole, où on aura justement un atelier de plantation de vanille sur l'exploitation du lycée, avec des jeunes de terminale qui seront examinés d'ailleurs dessus. On va avoir également donc l'association des apiculteurs qui vient avec un rucher transparent pour voir l'activité des abeilles directement. On aura une petite exposition d'animaux avec des porcelets, des pintades, des canards, des lapins. Donc voilà, on a quand même des petites choses sur place. Donc c'est une vraie vitrine en fait que vous proposez. On a une vraie vitrine. Il va y avoir un coup de tambour avec des jeunes encore. Là, on a jeunesse. Donc ils vont venir donc, pour vraiment nous apporter leur savoir, leur vibration, leur son. Donc quelque part, moi, ce que j'ai envie de dire à la population guadeloupéenne, donnez-nous la force. Les jeunes agriculteurs sont là pour la Guadeloupe, puisque quelque part, on a une population agricole qui est vieillissante et on a absolument besoin de renouveler les générations agricoles. Ouais. Donc moi, ce que je demande vraiment aujourd'hui à la population, c'est de prendre le temps de venir nous voir. Même si ce n'est pas encore une passion, elle peut naître, cette passion. Donc, il ne faut pas hésiter à venir directement sur le forum de l'installation, donc le 7 novembre, donc demain, de 8h à 14h. Et le samedi, venir découvrir toute belleté à Guadeloupe, j'ai envie de dire. Donc, venir sur
notre journée agricole aussi, donc au lycée agricole de 8h à 16h le samedi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, on sent la passion pour le projet. Et on sait que la population guadeloupéenne, elle est friande justement de ces fruits, de ces légumes et justement de cette production locale. Pour aller vers la souveraineté alimentaire, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc rendez-vous demain, 9h. Demain, à partir de 9h, oui, jusqu'à 8h, de 8h à 14h demain. 8h à 14h. Et samedi, de 8h à 16h au lycée agricole de la Guadeloupe, à Convenance Bumao. Voilà, ça c'est dit. Et on se donne aussi rendez-vous ce soir à 18h30. On a dit médiathèque de Pointe-à-Pitre pour 18h30 pour les poilus saint-martinois. Voilà, on fait notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Philippe Verdol et Josué Galita. On parlera chlordécone et transition énergétique et intelligence artificielle. À tout à l'heure. Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage de Guadeloupe, le Memorial Act enrichit la mémoire collective à travers le récit de l'histoire des Caraïbes et des Amériques. Vous y vivrez une expérience bouleversante, enthousiasmante, enrichissante, avec des histoires de femmes et d'hommes qui ont créé une culture où le vivre ensemble est un cœur battant. Le Memorial Act, votre rendez-vous avec l'histoire.